Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Au sommaire, au Mali, Soumaïla Cissé, enfin libre, enlevé depuis le 25 mars dernier, c'est triomphalement que le chef de file de l'opposition a retrouvé les siens hier. Commémoration de l'assassinat du père de la révolution burkinabé. Le comité international du mémorial à Thomas Sankara a lancé hier les activités entrant dans le cadre de cette 33e célébration. Nous commençons ce journal avec la libération du chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, enlevé le 25 mars dernier dans le cercle de Niankoufin lors de la campagne législative de 2020. Il a été accueilli hier à l'aéroport international de Bamako par le président de la transition. Nous vous proposons d'écouter les premiers mots de Soumaïla Cissé après sa libération. C'est au micro de Boureima Soulou. Non, moi je vais très bien, je suis sain et sauf. J'ai passé 6 mois bien sûr difficiles dans les conditions climatiques très difficiles, austères, une alimentation qui n'est pas toujours adaptée, un isolement qui est quasi permanent, physique et moral. Mais je n'ai subi aucune violence, ni physique ni verbale. Et je suis venu remercier les autorités maliennes qui, le président a investi le 25. Le 26 déjà, mes ravisseurs m'ont appelé pour faire une vidéo comme signe de vie. Et le lundi 5, c'est-à-dire moins de 10 jours après, ils m'ont informé qu'on est libéré. Donc aujourd'hui c'est jeudi, bien sûr ça fait du temps. Mais il y a un protocole, il y a une protection, la protection de la vie des otages. Et puis bon, il y a des distances. On était peut-être très à l'ouest, on s'est retrouvé très à l'est. Donc voilà la situation. Donc je voulais vraiment remercier les autorités maliennes pour leur réactivité, leur diligence et leur efficacité. Une libération forcément bien reçue par les partisans du chef de file de l'opposition malienne. Et ils l'ont bien fait remarquer en accompagnant de façon majestueuse leur héros à son domicile. Écoutons la réaction de quelques-uns d'entre eux, toujours au micro de notre correspondant au Mali. À merveille, il a toujours le même sourire malien. En partant, c'est le même sourire qu'on a vu à l'aéroport, à Koulouba. Il est en train de venir. Notre frère est là, notre président est là, notre papa est là, le Malien est là. Mais comme vous pouvez le constater, nous sommes heureux, nous sommes impatients de retrouver le président. C'est une situation qui se dénoue et nous avons vécu pendant 6 mois dans la peur, dans la tristesse. Et aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nous avons appris que le président Soumaïla Cissé est libre. Moi, je le confirme, je ne suis pas de l'URD, mais je suis un digne fils du pays. Je sais que c'est un fils du pays, c'est un musulman comme moi, c'est un citoyen comme moi. Donc quand on aura appris qu'il a été libéré, nous avons dit que nous allons dépêcher pour venir, sa famille, et célébrer ces moments forts avec sa famille et avec tout le reste du Mali aussi. D'abord, un remerciement au bon Dieu qui a permis qu'aujourd'hui soit. Ensuite, beaucoup de remerciements à toutes les personnes anonymes ou connues qui se sont également impliquées pour obtenir la libération de notre frère Soumaïla Cissé. Ma première réaction, je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Tout Miséricordieux. Il a plu à Dieu que nous traversions cette épreuve. Il a plu à Dieu que notre président et sa délégation fassent l'objet d'un rapt dans la région de Tombouctou, dans le cercle de Niafunké, entre les communes de Sarafré et de Koumaïra, le mercredi 25 mars 2020. De ce jour à aujourd'hui, nous n'avons pas perdu foi en Dieu.
nous avons prié, nous avons imploré le bon Dieu de nous montrer le jour où notre président nous reviendra sain et sauf. Si nous apprenons aujourd'hui qu'il a recouvré la liberté, nous disons tout simplement gloire à Dieu. Visite à la primature de l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP. Une audience a suscité et marquée par la remise du rapport 2019 de l'ARCOP au Premier ministre. En attendant la publication officielle de cet écrit, Christophe Dabiré a fait des recommandations pour une meilleure gestion des marchés publics. Abdoul Rahim Nyenye. Je pense que nous venons de respecter une des dispositions réglementaires en matière de commande publique, notamment l'article 6 du décret 50 qui dispose que chaque année, à l'année N plus 1, le Conseil de régulation dresse un rapport d'activité et le présente à son Excellence Monsieur le Premier ministre. Et c'est ce que nous venons de faire. Son Excellence Monsieur le Premier ministre a pris acte et il nous a félicité du contenu du rapport qui est très riche. Et il a également fait des recommandations. Il nous a demandé, il nous a exhorté à mener un travail professionnel de sorte à ce que la commande publique soit un outil au service du développement et débarrasser d'un certain nombre d'états que vous connaissez. C'est la corruption, c'est la fraude, c'est le manque de transparence, afin que justement les deniers publics soient utilement et mieux utilisés, et afin de donner aux populations, à nous tous, aux populations, des infrastructures de haut vol, des infrastructures de très bonne qualité. Un cri de cœur aux sonorités de réconciliation et d'unité nationale. L'association Vision montrait la solidarité dans une conférence de presse donnée hier à Ouagadougou à prôner la paix et la réconciliation du peuple burkinabé. Soutenue par d'autres associations visant le même objectif, Vision montrait la solidarité à inviter les Burkinabés d'ici et d'ailleurs à une plus grande implication dans la gestion de leur pays. Raketa Bilgo et Sanata Seri. Exhorter les Burkinabés à une réconciliation nationale, tel est l'objectif visé par l'association Vision Montrelle Solidarité. Face à la presse à ce jeudi, les responsables ont communiqué des messages de paix et de solidarité afin de consolider l'unité nationale au Burkina Faso. Nous devons comprendre tous ensemble que le combat que nous menons là, c'est pour les Burkinabés. Et qui dit Burkina Faso ne parle pas seulement de ces 274 000 km². Ce n'est pas de ça seulement qu'il s'agit. Le Burkina Faso, il faut qu'on le reconnaisse, ce n'est pas 45 provinces, 13 régions, 20 millions d'habitants. Non. Le Burkina Faso est devenu aujourd'hui même, je pourrais dire, un label. On ne peut pas parler du Burkina en se cantonnant seulement sur le territoire national. Cette conférence de presse a permis aux leaders du mouvement Amachachinyu d'inviter les Burkinabés à se consacrer aux défis du moment, notamment l'insécurité et la réconciliation nationale. Pour eux, aller aux élections devrait être le cadet des soucis des Burkinabés. Lorsque le peuple se met debout et dit, vous voyez, les hommes politiques, vous voulez aller aux élections, mais nous qui subissons les attaques terroristes, nous qui subissons la vie chère, nous qui subissons des problèmes économiques, nous estimons que vous ne devez pas aller à ces élections. Et en repoussant ces élections, il n'y aura aucun vide juridique. Peut-être que vous alliez parler de vide juridique, il n'y aura aucun vide juridique. Parce que la loi est faite pour les hommes. La constitution est faite par les Burkinabés. Si les Burkinabés décident que nous suspendons cette constitution, nous allons à une transition. Pour revenir avec une nouvelle constitution, c'est possible. Si le peuple décide, en repoussant ces élections, nous devons trouver des solutions ensemble. Même si ce n'est pas une charte pour gérer cette phase de transition, c'est possible. Les conférenciers du jour appellent les autorités à prendre en compte les préoccupations des Burkinabés de la diaspora en les impliquant dans les prises de décisions majeures en lien avec la vie de la nation. Comme annoncé en titre, le comité international du mémorial Thomas Sankara a lancé hier ses activités commémoratives. Pour ce 33e anniversaire de l'assassinat du père de la révolution burkinabé, le comité a mis un point d'honneur à magnifier l'amitié qui régnait entre le Burkina Faso et Cuba. La cérémonie de lancement s'est tenue au mémorial à Thomas Sankara en présence de l'ambassadrice de Cuba, Maxime Jean-Eudes Bambara.
À travers cette cérémonie, le comité international du mémorial Thomas Sankara lance ainsi les activités commémoratives du 33e anniversaire de l'assassinat du père de la Révolution d'août 83. Exposition photo, conférences, inauguration de l'université Thomas Sankara, sortie d'immersion à Pau, sont entre autres activités inscrites dans l'agenda du comité. Et cette journée du 8 octobre est l'occasion pour Serge Bayala et ses camarades de rendre une fois de plus hommage et célébrer l'amitié qui a régné entre Che Guevara et Thomas Sankara. Nous avons la journée du 8 aujourd'hui qui est consacrée à la mémoire, une mémoire de gloire entre Cuba et le Burkina Faso à travers leurs deux personnages charismatiques que l'histoire nous a donnés, en la personne de Ernesto Che Guevara et du président capitaine Thomas Noël Isidore Sankara. Et c'est un vernissage, une exposition photo qui fait une sorte de croisée entre les vies et les expériences de ces deux personnages. Et surtout, c'est une initiative que nous avons pu avoir avec la parfaite collaboration de son Excellence Madame l'ambassadrice de Cuba, qui a bien voulu nous suggérer une telle activité que nous avons associée au programme général. Présente à cette cérémonie, l'ambassadrice de Cuba au Burkina Faso a salué l'initiative qui, pour elle, contribue au renforcement des liens de solidarité et d'amitié entre les deux peuples. Cette célébration est très très importante pour nous. Moi, je voudrais commencer par remercier le mémorial et aussi nos camarades de l'association d'amitié et solidarité avec Cuba et l'Amérique latine. Entre nous tous, on a eu l'idée de faire une commémoration pendant tout le mois d'octobre. Alors pour Cuba, c'est vraiment en fait très très important que on a pu s'allier entre tous pour montrer un peu de la vie et de l'histoire de deux pays. Thomas Sankara, sous le signe de l'amitié, c'est du reste sous ce thème qu'est placé ce vernissage qui retrace le parcours de l'homme. Un thème très important pour le docteur Jean-Hubert Bazier, ancien ministre de la Communication de Thomas Sankara, pour qui la vie de ce dernier était bâtie autour de l'amitié. L'amitié a porté Sankara depuis son enfance, son adolescence et sa jeunesse. Thomas Sankara a eu foi en l'amitié. Il a eu la chance de connaître l'amitié, d'en bénéficier et de se sacrifier aussi au nom de l'amitié parce qu'il a refusé de trahir ce qu'il pensait être une amitié entre lui et Blaise Compaoré. Il a préféré que ce soit lui qui subisse la trahison plutôt que de trahir. Après cette cérémonie officielle de lancement, les activités commémoratives du 33e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara se poursuivront jusqu'au 31 octobre prochain. Le comité international du mémorial Thomas Sankara entend faire une immersion le 13 octobre prochain à Pau, ville où la révolution a été réfléchie avant de conquérir la capitale Ouagadougou. Après Pau, c'est Koudougou où une garnison considérée comme pro-Thomas Sankara a été rasée lors des événements d'août 83 qui va accueillir le comité le 27 octobre. Mais avant, une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs est prévue au barrage de Tanguin le 20 octobre en hommage au leader de la révolution cubaine disparu dans un crash d'avion en pleine mer. Un chef-d'œuvre éducatif dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Le maire Arma Bewende a constaté ce mardi l'effectivité de la construction du collège de Touquin. Une opportunité saisie par les responsables de l'établissement pour exposer leurs préoccupations à l'autorité. Fatimata Nikiema. Un bâtiment R+2 de 6 salles de classe, un bâtiment administratif, un bloc de 6 latrines et 3 salles de classe de normalisation. Telles sont les réalisations visitées ce mardi 6 octobre sur le site de l'école primaire de Touquin, situé dans l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou. Ce sont des bâtiments fin prêts, mais les élèves doivent encore attendre avant d'occuper ce joyau. Nous sommes en train de faire le tour de ces sites pour voir la réalisation effective de ces bâtiments et voir si tout est fin prêt pour accueillir les futurs élèves qui, pour le moment, sont toujours dans les anciennes classes. Et comme c'est le continuum, dès qu'on va ameubler ces classes-là, nous pouvons rejoindre ce bâtiment pour pouvoir continuer les cours. Cette visite du maire central a servi de cadre pour les premiers responsables de l'établissement
d'exposer les difficultés qui s'imposent à eux et de formuler des doléances. Doléances qui a vu un écho favorable auprès du maire central et de celui de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. L'établissement où nous sommes à Touquin n'a pas de clôture, il y a un assainissement à faire à l'intérieur. Tout ça sont des besoins réels que nous avons constatés. Et comme je le disais, avec le maire de l'arrondissement 4, nous allons voir au regard des investissements qui vont être faits dans l'arrondissement, comment nous pouvons greffer ces différents investissements de commodité, notamment la clôture, l'assainissement à l'intérieur de l'établissement, pour pouvoir mettre vraiment le CG de Touquin aux normes nationales. Le CG fonctionne. Le CG fonctionne parce que l'établement qu'on en avait, c'est ça qu'on a utilisé. Mais à proprement parler pour le CG, la commande est faite au niveau de la Chambre des métiers. Et je crois que d'ici quelques semaines, ils doivent mettre ça à la disposition du CG pour que les travaux puissent se poursuivre normalement. La construction du bâtiment R+2 qui va servir de collège d'enseignement général de Touquin, le bâtiment administratif et le bloc de latrines a été financé par les fonds de l'État central et la commune de Ouagadougou à un coût global de 142 millions de francs TTC. Quant au bloc de 3 classes de normalisation de l'école existante, la réalisation a été financée par le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales avec le soutien de l'Agence française de développement à hauteur de 28 millions de francs CFA. Appelez-moi désormais Université de l'Unité africaine. L'Institut africain de management IAM Ouaga change de statut et de nom. Une étape qui n'a pas été sans écho dans son déroulement, même si à la fin, le président du conseil d'administration dit être satisfait du choix de ce nom. Michael Tougri. La première option était de rebaptiser l'Institut africain de management IAM en Université Thomas Sankara. Et selon le PCA de cet institut, toutes les procédures ont été respectées pour passer de l'IAM à l'Université Thomas Sankara. Mais seulement le Conseil des ministres du 22 juillet va stopper les ambitions de Ahmed Moussa Diallo. Le nom du père de la révolution burkinabé sera donc associé à l'université Ouaga 2. Les responsables de l'IAM vont ainsi opter de rebaptiser l'institut en Université de l'Unité africaine. Une valeur prônée par Thomas Sankara, explique le président du conseil d'administration, Ahmed Moussa Diallo. Nous savions que le thème de l'unité africaine était cher à Thomas Sankara, donc nous avons voulu appeler l'université Thomas Sankara. L'université offre plus de possibilités, plus d'offres de formation qu'un institut. Donc, compte tenu des ambitions de l'IAM, nous avons accepté l'invitation du ministère à muter en université. En tout cas, pour cette année, nous allons mettre en place 2 UFR. L'UFR de droit et puis l'UFR de sciences économiques et de gestion. Cette nouvelle vision d'engager l'Institut sur le chemin d'une université répond à des ambitions, celle d'offrir davantage de formations de qualité aux étudiants et qui repose sur des valeurs. Malgré la crise du Covid-19, l'année académique à l'IAM a été achevée. Nous avons su anticiper, donc prendre les dispositions pour mettre en place un plan B à travers une plateforme en ligne à laquelle nous avons basculé dès que les cours ont été suspendus, ce qui nous a permis donc d'exécuter l'ensemble du volume horaire des 63 classes qui tournaient autour de 55 200 heures. Nous sommes une école abonnée au NTIC, donc cela n'a pas posé problème. Nous avons aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire, des étudiants 2.0 qui sont toujours connectés. Et cette année, comme je l'ai dit, nous attendons 1600 étudiants. Et je pense que la tendance est bonne parce que j'étais un peu inquiet et dubitatif du fait que le baccalauréat, les résultats sont sortis très tard, mais à ma grande surprise, je me rends compte que nous connaissons un rush. Donc le niveau d'inscription est satisfaisant. Si le statut de l'IAM change et porte désormais le nom d'Université de l'Unité africaine, les ambitions restent les mêmes, à savoir offrir un enseignement de qualité, former des ressources humaines compétitives sur le marché de l'emploi. Et pour le PCA de l'Université de l'Unité africaine, l'environnement mondial impose de nouveaux défis, offrir de meilleures opportunités d'emploi aux étudiants. Nous restons toujours avec l'Université de l'Unité africaine, un diplôme américain bel et bien reconnu. Le président du conseil d'administration de l'université dément la rumeur qui veut que le high school diplôme ne soit pas reconnu à l'international. Écoutez-le.
high school diploma déjà, c'est le diplôme qui sanctionne la fin des études au lycée, le high school au niveau des États-Unis. IAM est un centre d'examen. Les étudiants viennent à l'école ici, ils utilisent notre salle informatique pour composer aux États-Unis. Donc IAM ne délivre aucun document, aucun diplôme relatif au high school diploma. Donc c'est un centre d'examen, c'est un centre de composition. Nous, on s'assure juste que les étudiants ne trichent pas en composant aux États-Unis. Mais d'ailleurs, avec la pandémie du coronavirus, tout le monde sait aujourd'hui qu'on doit aller vers les cours en ligne. Et puis, ces diplômes délocalisés à l'international se font partout. Même l'université de Ouagadougou abrite des diplômes faits en France. Donc, je ne sais pas pourquoi une fixation sur le high school diploma. Qu'on nous dise de ne pas faire le high school diploma, oui, mais on ne peut pas dire que le high school diploma fait dans les locaux de IAM par ASL ne sont pas reconnus à l'international. Parce que ce qui nous aurait inquiété si les universités refusaient le diplôme. Mais les universités acceptent le diplôme. Vous avez vu les témoignages en direct ici. Donc nous, on est rassurés, on n'a aucun problème. Ce qui est sûr, si on ne le fait pas, d'autres pays le feront. Parce que tout autour de nous, les autres pays continuent à faire le high school diploma. Le coronavirus n'a pas fini de faire parler de lui. La Ligue des consommateurs et la structure Afrique contre le tabac sensibilisent sur le respect des mesures barrières. Pour ces deux entités, un relâchement de gestes préventifs de la maladie est flagrant. Hier, face à la presse, ils ont annoncé et lancé la deuxième phase de leur campagne. Abdoul Rahim Agnéni. Pendant au moins un mois, la Ligue des consommateurs du Burkina et Akonta vont intensifier la sensibilisation sur l'importance du respect des mesures barrières. Cela à travers la diffusion de capsules en langue locale dans les médias sur tout le territoire national. Dans un contexte de relâchement des gestes barrières, cette campagne vise à rappeler à la population la présence de la maladie à coronavirus au Burkina Faso. Réaliser 2 capsules vidéo et 3 spots audio de sensibilisation à faire diffuser au niveau des radios communautaires et dans les réseaux sociaux, en vous proposant une solution simple, applicable et moins contraignante pour venir à bout de cette pandémie. Cette solution, c'est essentiellement les 3 M, à savoir masque bien porté, mains bien lavées et enfin maintenir la distance d'au moins 1 mètre. Avec la rentrée scolaire et aussi la campagne électorale qui s'annonce, les conférenciers du jour invitent toutes les populations et surtout les autorités politiques à prendre des précautions pour éviter une propagation de la maladie. Si vous avez remarqué, actuellement, ce sont les pré-campagnes. Les autorités, même souvent, ils se trouvent dans la foule sans porter les masques. Et ça joue beaucoup sur le respect des mesures barrières. Il faut que ça soit clair. Les politiciens sont sur le terrain, ils mobilisent la population sans vraiment tenir compte des mesures barrières qu'eux-mêmes ils ont édictées. Pour le président de Akonta, certaines personnes continuent de douter de l'existence de la maladie à coronavirus au Burkina Faso. Il espère pouvoir les convaincre afin que les mesures barrières soient appliquées par tous. Rappelons qu'à la date du 5 octobre 2020, 25 nouveaux cas ont été enregistrés au Burkina Faso, ce qui porte à 2222 le nombre total de cas avec 685 patients sous traitement. Des retraités toujours à pied d'œuvre. L'amicale des seniors de l'administration du travail du Burkina a tenu une rencontre avec les inspecteurs retraités de la fonction publique. L'expérience acquise au fil des années par ces personnes du 3e âge sera exploitée et mise au profit d'une bonne harmonie sociale à Saint-Ger-Kouma. Le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale place la contribution des retraités dans la promotion de la cohésion sociale au cœur de ses préoccupations. Cette rencontre avec ces personnes du 3e âge a été une occasion pour le directeur du cabinet de ce ministère de les inviter à être des vecteurs d'un meilleur vivre ensemble. L'amicale des seniors de l'administration du travail du Burkina Faso, qui dispose d'une expertise avérée
dans ce domaine de l'administration du travail sera sans aucun doute sollicité pour contribuer aux réflexions et aux actions à venir. À ce titre, l'on ne peut s'empêcher de saluer l'heureuse coïncidence de votre rencontre avec le tout récent atelier organisé le 24 septembre 2020 par le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale et consacré à la validation d'une stratégie nationale de valorisation de l'expertise publique au Burkina Faso. C'est donc une opportunité et une occasion pour le ministère d'impliquer la SATB dans sa stratégie de valorisation de l'expertise publique. Pour une meilleure participation à la cohésion et à la paix sociale, ces seniors de l'inspection du travail se disent disponibles à mettre leur expérience au profit de la jeune génération. Notre apport se fera par le canal de nos petits frères, les contrôleurs et inspecteurs du travail qui sont en activité. Ils vont venir prendre conseil chez nous pour bien mener leur activité au service de la paix sociale. C'est un apport très important. La paix sociale, sans paix sociale, on ne peut rien faire. Il faut la paix sociale, il faut la cohésion sociale pour le développement du pays, pour le bonheur de tous ses enfants. Rappelons que la rencontre de l'amicale des seniors de l'administration du travail du Burkina se tient sous le thème « La SATB au service de la cohésion et de la paix sociale ». Les points majeurs qui seront abordés sont entre autres la révision des statuts, le rapport moral et financier et le renouvellement du bureau de l'association. 50 années de vie, 50 années de grâce, mais également 50 années d'évangélisation. La paroisse à Saint-Jean 23 de Ouagadougou veut rendre gloire à Dieu pour son quart de siècle prévu du 11 octobre 2020 au 30 octobre 2021. Cette année jubilaire sera jonchée de plusieurs activités paroissiales. Sanata Seri. Dans moins d'une semaine, la paroisse à Saint-Jean 23 va célébrer ses 50 ans d'existence. À travers cette commémoration, les premiers responsables de la paroisse entendent jeter un regard rétrospectif sur la vie de la paroisse depuis sa création à nos jours, ceux envie de trouver de nouvelles stratégies pour consolider les acquis des 50 dernières années. Elle se veut aussi une occasion de renforcer la fraternité entre paroissiens de Saint-Jean 23. D'une manière qu'on se retrouve, on se connaît, parce que comme nous avons dit, les paroissiens viennent de partout. Et ne viennent pas ici parce qu'ils vivent à côté de la paroisse. Ce n'est pas territorial. Donc les gens viennent de partout et viennent à la messe ou pour le sacrement et le repartent. Donc nous voulons que cette année soit une année où nous pouvons galvaniser les paroissiens, vivre ensemble spirituellement et humainement quelque chose de très fort. Et que nous ayons davantage le sens de l'Église. Qu'on ne vient pas seulement pour le sacrement et on disparaît, on ne vient pas seulement pour l'Eucharistie et on disparaît, mais que nous puissions vivre quelque chose de fort ensemble. Des conférences, des journées d'évangélisation ainsi que des jeûnes et prières, ce sont entre autres les activités qui vont marquer cette année jubilaire qui s'étend du 11 octobre 2020 au 31 octobre 2021. Remonter le temps pour retracer l'historique de la paroisse Saint-Jean 23 pour la postérité et la jeunesse, ainsi que la vie de son saint patron. Des célébrations de jubilés de mariage, de baptême, mais également des activités récréatives telles que les kermesses, les tournois de football avec la coupe de curé, les opérations de nettoyage et de réfection, voire de lustrage de nos installations de prière, telles que nous ambitionnons de plafonner notre Église, de la climatiser et de lui donner son autonomie en matière énergétique par l'autonomisation par le solaire. Ce jubilé doit placer sous le thème 50 ans de grâce. À l'exemple de Saint-Jean 23, soyons des témoins de notre foi, sera également une occasion de donner un autre visage à la paroisse à Saint-Jean 23, créée en 1969. Et pour que cette commémoration soit une réussite, le comité de pilotage compte sur le soutien moral et financier des paroissiens ainsi que des bonnes volontés.
Un peu de sport avant de refermer ce 13h. Le tournoi de la Coupe du Maire de Lumbila a connu son dénouement dimanche dernier. Une finale qui s'est jouée entre l'équipe de Nongu et celle de Puedogo qui en est sortie victorieuse. Une compétition placée sous le signe de la cohésion sociale selon les organisateurs. Abdul Rahim Agnéni. L'équipe de Puedogo remporte ainsi la 6e édition de la Coupe du Maire de Lumbila à l'issue de la phase des tirs au but. Après un score nul et vierge à la fin du temps réglementaire, les Oranges se sont montrés plus adroits et marquent 3 tirs contre 2. Ainsi, après avoir été éliminés en demi-finale à l'édition précédente, les jeunes de Puedogo, cette fois, remportent le trophée et une enveloppe financière. Nous sommes très ravis parce que l'année passée, on est sorti en demi-finale. Donc cette année, nous sommes très ravis d'avoir remporté ça. On a bossé dur, on a fait beaucoup d'entraînements. Donc on remercie le puissant Dieu. C'est Dieu seulement qui nous a donné ça. Voilà, on remercie. Le maire de la commune de Lumbila estime que ce tournoi est un moyen de réunir les populations de la commune afin de créer un lien fraternel entre elles et promouvoir ainsi le bon vivre ensemble et la cohésion. L'objectif, c'est que la jeunesse se frotte, se connaisse, s'aime davantage et que la fraternité se développe. Mais également le sport, c'est une activité saine qui amène donc la cohésion sociale, mais également la santé. Voilà. Et vous voyez, c'est très beau. Comment on peut mobiliser les gens? Regardez la mobilisation. On est très content et moi je suis un homme comblé. Le parrain de cette édition se félicite de la réussite de cette activité et réaffirme son engagement à accompagner les prochaines éditions. Il souhaite qu'à travers cette compétition, la pratique du football soit développée dans la commune. L'un des objectifs de cette compétition, c'est de détecter les talents dans la commune. Malheureusement, les organisateurs n'arrivent pas à faire respecter. Et parce que vous voyez, il y a beaucoup de mercenaires dans les équipes. Ce n'est pas l'objectif visé. On aurait souhaité que ce soit seulement les jeunes de Lumbila qui se frottent pour qu'on puisse sortir une véritable équipe communale. Bon, c'est difficile, mais c'est notre objectif. Débutée le 5 septembre dernier, la Coupe du Maire de Lumbila a mis en compétition 8 équipes constituées des jeunes joueurs issus des villages de la commune. Au-delà du football, ce tournoi a concerné d'autres disciplines sportives, à savoir le cyclisme, les jeux de dames et la pétanque. Les meilleurs de chaque discipline ont été récompensés lors de cette soirée. C'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur cette magnifique image de chute d'eau de Banfora. C'est une ville située au sud-ouest du Burkina, dans la région des Cascades. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne suite à de programmes sur 3TV, la télévision interactive.